Bienvenue dans le débat sur France 24. Le Mali écope de très lourdes sanctions. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a frappé fort. Les nouvelles sanctions comprennent un gel des avoirs au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une fermeture des frontières avec les États membres, une suspension des transactions et un retrait des ambassadeurs. L'objectif, c'est de faire pression sur la junte qui venait de proposer une prolongation de la transition militaire de 4 ans au lieu de 5 ans, délai jugé inacceptable par l'organisation ouest-africaine. Air France a suspendu l'ensemble de ses vols vers Bamako. La junte a condamné énergiquement les sanctions illégales, rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et fermé ses frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO. Cette région de l'Afrique se croyait débarrassée des putschs. En moins de 18 mois, elle a vu 2 jeunes officiers renversés de vieux présidents élus au Mali puis en Guinée. Alors quel sera l'impact de ces sanctions au Mali? La junte va-t-elle céder à la pression? Quid de la Guinée et du Tchad? Les transitions dans ces régions vont-elles se transformer en dictature? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Boisbouvier. Bonsoir Christophe, journaliste à RFI. Bienvenue dans le débat. Bonsoir, également Stéphanie. Avec nous, Gauthier Rybinski. Bonsoir, chroniqueur international à France 24. Bienvenue Gauthier. Nous avons également par Skype de Bamako, Sédou Badini, membre du CNT, le Conseil national de transition, membre fondateur également du parti de l'UMPC, l'Union pour un mouvement populaire du changement. Bonsoir à vous et bienvenue également. Bonsoir. Également avec France nous 24. Par Skype, docteur Youssouf Diawara. Bonsoir à vous, président du cadre d'échange de partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali, également président du parti Yélema. Bonsoir à vous et bienvenue également. Vous m'entendez donc bien. Bonsoir. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'abord de regarder un sujet qui va pouvoir un peu expliquer la situation au Mali, ce double coup de force de la junte. Il est signé Nabia Makloufi. Droit dans ses bottes, le colonel Maïga contre-attaque. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Une réponse à la décision prise quelques heures plus tôt par la CEDEAO. Fustigeant le manque de volonté politique des autorités de transition, l'organisation régionale a très vite placé le pays sous embargo en décidant la fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ou encore le rappel des ambassadeurs. La pression est donc mise sur Bamako, ou plutôt sur cet homme, le colonel Assimi Goïta. Lorsqu'il s'est imposé par la force en août 2020, le militaire s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils début 2022. Un scrutin législatif et présidentiel devait même se tenir en février prochain, mais l'armée a fait volte-face et souhaite se maintenir encore 4 ans à la tête du pays. L'autorité estime que le calendrier proposé pour une transition est totalement inacceptable. Ce calendrier signifie simplement qu'un gouvernement de transition militaire illégitime prendra le peuple malien en otage pendant les 5 prochaines années. Pour tenter de justifier ce revirement, le colonel Goïta invoque la situation sécuritaire du pays et il ajoute qu'aucun scrutin ne pourra se tenir tant qu'une série de réformes n'aura pas été menée. Christophe Boisbouvier, donc la CEDEAO, on va faire un petit peu de pédagogie, c'est 15 pays d'Afrique. Le Mali et la Guinée ont été suspendus. On va voir d'ailleurs s'afficher ces différents pays d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin. C'est une structure destinée essentiellement à coordonner les actions des pays justement de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi une telle décision? Pourquoi de telles sanctions? Est-ce que c'est inédit, Christophe? Alors non, ce n'est pas inédit. Il y a déjà eu des décisions fortes qui ont été prises par la CEDEAO dans son histoire. La CEDEAO et l'UEMOA, parce que vous avez à l'intérieur de la CEDEAO un groupe de pays francophones qui adhèrent au franc CFA, c'est l'UEMOA. Et eux, ils ont une banque centrale, la BCEAO, dont le siège est à Dakar. Et c'est l'une des sanctions qui a été prise, c'est le gel des avoirs du Mali auprès de la BCEAO, auprès de l'UEMOA, auprès de la BCEAO. Non, il y a un précédent. Beaucoup pensent à un précédent, c'est 2011. Quand, vous vous souvenez, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se disputaient
le titre de président de la République, de président élu de Côte d'Ivoire, et quand la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo n'a plus pu avoir accès à ses comptes auprès de la BCEAO, ce qui fait qu'à l'époque, Laurent Gbagbo n'a plus été en mesure de payer ses fonctionnaires, ce qui a évidemment compliqué beaucoup son régime. Il est tombé 3 mois plus tard. Et qu'est-ce qui les a poussés véritablement cette fois? Est-ce qu'ils ont été agacés par justement ces jeunes colonels? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'il y a 2 choses. La première, c'est que vous avez vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphanie, 2 coups d'État successifs, un à Bamako et un à Conakry, sans compter évidemment l'arrivée au pouvoir du fils d'Idriss Déby après le décès de celui-ci au Tchad, qui fait qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de chefs d'État élus en Afrique de l'Ouest la crainte qu'il y ait une sorte de contagion des phénomènes de coup d'État militaire. Donc il y a vraiment chez tous les présidents élus d'Afrique de l'Ouest cette crainte. Et puis la deuxième, c'est quand, à la suite des assises nationales de Bamako, le régime a dit ce sera une transition qui dure déjà depuis plus d'1 an, qui durera entre 6 mois et 5 ans, mais plutôt 5 ans que 6 mois. À ce moment-là, les autres présidents de la sous-région ont dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Gauthier, du coup, le Mali est-il isolé par ces sanctions? On a vu qu'Air France a suspendu ses vols, en tout cas aujourd'hui pour Bamako. Écoutez, oui, c'est un isolement, en tout cas c'est voulu comme tel. Maintenant, on voit bien qu'heureusement, il y a un certain nombre de dispositifs faits pour que les produits de première nécessité puissent quand même accéder à la population malienne. Parce que l'une des hésitations de la CEDEAO, ça consistait justement à dire, bon, si on serre la vis et si on impose des mesures très contraignantes, est-ce qu'il ne va pas y avoir un écroulement total de la population? Il semble que là, on soit passé à une autre réflexion qui est de dire, si on serre la vis et qu'il y a une explosion sociale, c'est de nature peut-être à fragiliser le régime actuel. Donc ce sont 2 calculs différents, mais de fait, le but, c'est bien d'isoler pour qu'il y ait quelque chose finalement qui bouge dans un sens ou dans un autre, mais qu'il n'y ait pas ce statu quo, comme disait Christophe, où la transition pourrait s'éterniser ad vitam aeternam. Sédou Badini, alors vous soutenez la junte. Votre réaction à ces sanctions, est-ce qu'elles vont pousser justement la junte à réagir, à revoir son calendrier de la transition? Merci, madame. Juste avant de vous répondre, je voudrais m'incliner et rendre hommage et prier le Tout-Puissant afin que repose en paix toutes ces victimes civiles ou militaires de quelque bord que ce soit européens, africains, qui sont venus en aide au Mali. Très bien. Et alors, sur la question, Sédou Badini, est-ce que ça va faire changer d'avis, la junte? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes... j'ai l'impression que nous ne vivons pas la même situation. Nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui, non pas parce que nous n'avons pas adhéré à la CEDEAO de façon volontaire ou à l'UEMOA de façon volontaire, voulue, parce que nous voulons le bien-être et des Africains, des confrères et du peuple malien. Mais sauf que, et dans le cas présent, et ceux-là qui voudraient aujourd'hui nous donner des leçons de morale, ils sont mal fondés. Pourquoi mal fondés? Parce que, à bien d'égards, ils sont à peut-être 80% de très mal élus. Donc, nous ne voulons pas recevoir des leçons d'eux. Et nous pensons tout simplement que le pays, quand il s'effondrait, et nous sommes un pays d'abord en difficulté sécuritaire, il y a la Covid, l'impact que cette maladie, cette pandémie a sur l'économie, c'est réel. Il y a des djihadistes, des attaques tous les jours. Et pendant 8 ans, MINUSMA, force de tout genre, de tout bord, rien n'a bougé. Et ce que vous ne savez pas, la junte, à travers ces quelques éléments, notamment le colonel Assimi Goïta, c'est des gens qui ont vécu dans leur chair, sous la pluie, par des intempéries, dans la musique. Ils connaissent, ils ont vécu réellement ce qui se passe. Et quand la République s'est effondrée, oui, et qu'ils sont en passe et en droit, connaissant les réalités et connaissant les vraies souffrances qu'endure le peuple malien. Et il m'empresse de vous dire... Donc vous dites qu'ils sont en droit de définir ce calendrier en disant qu'il faudra 4 ans, avant qu'il y ait de nouvelles élections dans ce pays. Avant qu'il y ait de nouvelles élections, ils sont en droit de les définir parce que ces recommandations-là sont issues d'assises
quand bien même on voudrait nous faire croire qu'il y a une frange qui ne s'est pas présentée. Et je m'en vais vous dire, dans les démocraties, même occidentales, souvent il y a le taux d'abstention qui souvent descend en dessous des 40%. Oui, alors le docteur Youssouf Diawara va vous répondre. Le docteur Youssouf Diawara va vous répondre parce que lui, bien sûr, soutient au contraire... eh bien, ne soutient pas la junte et est opposé justement à ce chronogramme, comme on dit, du colonel Goïta. Docteur Youssouf Diawara, est-ce qu'elles peuvent être efficaces, ces sanctions? Et répondez, s'il vous plaît, à Seydou Badini. Bonsoir à tout le monde. Je me joins vraiment à Seydou aussi pour m'incliner devant tout ce qui est leur dit pour nous permettre de vivre relativement tranquille, même si le contexte est très difficile. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas une opposition à la transition. Une transition, par définition, n'a pas besoin d'opposition. Nous sommes dans une dynamique de nous donner la main pour aider notre pays à sortir de la situation. Ceci doit être clairement compris. Et il est important aussi qu'on puisse rappeler un peu toute la dynamique qui nous a amenés aujourd'hui à ce niveau. On s'est mis ensemble lors du coup d'État et de façon consensuelle, on a défini la feuille de route de la transition et on a défini un délai pour la transition. Et ceci a été un délai consensuel pour l'ensemble du peuple malien. Et nos autorités, à maintes reprises, ont réaffirmé leur volonté de respecter ce délai. Et nous sommes... Pardonnez-moi, le délai, c'était bien le mois de février? Le délai, c'est 18 mois. C'est 18 mois le délai de la transition qui a été fixé par... C'est-à-dire que les élections étaient prévues à quel moment pour vous, justement, ce délai en question? Prévu pour le 27 février à venir. Donc là, on en est loin lorsque la junte dit qu'il faut 4 ans. On en est loin. Vous savez, quand de façon consensuelle, on décide de nous mettre ensemble, sans contrainte, sans pression, sans fusil, et de façon consensuelle, on a décidé de nous mettre ensemble, et que certains, par un moment, décident de cette prolongation sans tenir compte de l'avis des autres. Je pense qu'il y a un souci à ce niveau. Et sur les sanctions, est-ce que vous pensez, vous êtes favorable à ces sanctions qui ont été prises par la CEDEAO? Vous pensez que ça peut faire pression sur la junte? Je voudrais d'abord dire que ces sanctions, nous les regrettons. Nous regrettons ces sanctions parce qu'elles touchent notre population. Et notre population qui sera touchée alors qu'elle n'en est pas responsable. Les responsabilités doivent être situées à d'autres niveaux. Et je comprends peut-être que la CEDEAO veut mettre encore la pression sur notre junte à respecter les engagements qu'eux-mêmes ont pris. Parce que quand on suit le communiqué de la CEDEAO, ce qui ressort, c'est qu'à maintes reprises, il y a eu des engagements pris, mais que c'est des engagements qui ne sont pas tenus. Donc il y a ce qu'on appelle une crise de confiance qui a commencé à s'installer entre les autorités de la CEDEAO et nos autorités. Et nous, à maintes reprises, nous l'avons rappelé. Depuis le début de la transition, nous avons alerté les autorités, nous avons alerté nos populations, nous avons alerté des dérives, nous avons fait des communiqués, nous avons fait des conférences de presse pour rappeler que nous sommes en train d'aller vers une dynamique qui va nous amener au-delà des délais que nous nous sommes consensuellement fixés. Et à maintes fois, et ça a été rappelé. Mais vous n'êtes pas favorable à ces sanctions? Vous ne pensez pas qu'elles puissent faire pression? Personne ne souhaite que son pays soit sanctionné, madame. Personne. Moi, je n'ai pas intérêt à ce que mon pays soit sanctionné. Parce qu'au-delà des autorités, ces sanctions vont toucher la population. Aujourd'hui, on a été surpris d'entendre des appels de partout pour nous dire que les gens sont bloqués à des niveaux, ils veulent rentrer dans leur pays, ils n'arrivent pas à rentrer. Déjà, nous sommes déjà affectés. Nous avons beaucoup de matériel, des trucs qui sont en cours de route, qui ont des difficultés, qui auront certainement des... Ça commence à créer effectivement un ensemble de dysfonctionnements. Christophe Boisbouvier et la France dans tout cela. À Paris, pour le moment, en tout cas, c'est le silence. Il n'y a pas de déclaration. Est-ce que Paris est embarrassé par ces décisions? Ou est-ce qu'au contraire, elle l'appuie? Paris fait profil bas parce que vous avez entendu la première réaction du régime de transition hier a été de dire la CEDEAO est instrumentalisée par des puissances extra-régionales, sous-entendu la France. Donc évidemment, pour ne pas donner de l'eau au moulin de la junte au pouvoir, Paris n'a surtout pas intérêt à s'exprimer aujourd'hui sur ce dossier. De fait, c'est la CEDEAO qui a pris cette décision, c'est pas la France. Est-ce que la France est plutôt du côté de la CEDEAO que du côté du Mali? Bien sûr. Mais la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, c'est 15 pays, vous l'avez dit tout à l'heure, dont 13 qui se sont réunis hier, puisque la Guinée et le Mali n'y étaient pas, évidemment, dont le Nigeria, dont le Ghana, qui ne sont pas a priori
le poids lourd nigérian Muhammadu Buhari, a priori, n'est pas instrumentalisé par Emmanuel Macron. Donc il y a vraiment une conjonction, une convergence d'opinions, de points de vue entre la CEDEAO, l'Europe et les États-Unis, puisque vous le savez, les États-Unis et le Canada sont à peu près sur la même ligne. Lorsque Youssouf Diawara justement dit finalement ça va nous atteindre nous, Maliens, donc finalement on n'est pas favorable à ces sanctions, qu'est-ce qu'on peut vraiment lui répondre? Est-ce que les sanctions sont efficaces? Alors d'abord, il y a une fierté malienne. D'abord, il y a un vrai nationalisme malien qui remonte à 1960, qui remonte à la rupture avec le Sénégal. Qui a été encore exprimé, par exemple, en 1995, quand un jour Jacques Chirac, voyageant en Afrique, a convoqué tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Dakar, comme au temps de la colonie. Et à l'époque, le président Konaré a dit non, je n'irai pas. C'était le seul président d'Afrique de l'Ouest à ne pas y être allé. Donc il y a un vrai... Il y a vis-à-vis de ses voisins, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, le Mali est un pays fier, un pays souverain. Donc je pense que ça peut être contre-productif, ce que vous dites. Dans la réaction du président Assimi Goïta, du président de la junte actuelle, il y a la volonté de jouer sur ce nationalisme malien. Mais d'un autre côté, vous avez une société politique et société civile malienne qui est très divisée. Les Maliens sont loin d'être tous derrière le régime de transition malien. La preuve, aux assises nationales organisées le mois dernier par le régime de transition, beaucoup de partis l'ont boycotté, beaucoup de Maliens l'ont boycotté. Donc on est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux. Alors Gauthier, est-ce que justement l'une des clés n'est pas de l'opinion malienne? Comment va-t-elle réagir? Il devait y avoir une manifestation, me semble-t-il, aujourd'hui à Bamako. C'est-à-dire, c'est ce que vient d'aborder Christophe Boisbouvier. C'est vrai que c'est la clé de la question. Et cette clé, elle est d'autant plus sensible qu'effectivement, il y a ce nationalisme malien, mais que le problème, c'est qu'il est instrumentalisé. Et surtout, que se passe-t-il quand on vit depuis longtemps, comme au Mali, dans une période d'incertitude, avec des dangers avérés, qu'ils soient djihadistes, avec une précarité économique et humainement? Presque mécaniquement, on a tendance à se référer, à se raccrocher à une période glorieuse. Et la période glorieuse, vraiment glorieuse du Mali, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance par rapport à la France. Et donc, il y a cette espèce de chiffon rouge que représente la France. Non pas que la France soit exempte de reproches, pas du tout. Mais elle entre dans ce phénomène finalement d'idéalisation d'un passé face à un présent qui est on ne peut plus compliqué. Et bien, du coup, elle est présente comme un repoussoir. Et comme en plus la politique de la France n'est pas exempte de contradictions, ça fait un effet d'entraînement de la population malienne. Et je dirais quelle que soit l'opinion des Maliens, qu'ils soient plutôt pour la junte ou contre la junte, ce ressort-là fonctionne. Sedou Badini, quelles sont les garanties véritablement pour les Maliens que même dans 4 ans, selon le calendrier justement du colonel, il y ait effectivement une démocratie dans ce pays, il y ait des élections? Est-ce que c'est la crainte aujourd'hui de la CEDEAO, c'est pas de dire ça y est, le Mali tombe dans une dictature aujourd'hui? Non, c'est trop facile de dire. C'est trop facile de dire. Et moi, je ne suis pas d'avis que je voudrais vous dire juste, dans les grandes démocraties, l'état-major général joue une place prépondérante dans les grandes décisions de la nation. Comment voulez-vous qu'on nous dise qu'il faille accepter que parce que tout simplement c'est des militaires et qui n'ont pas droit à la parole? Mais pourquoi est-ce que vous n'organisez pas d'élections? Excusez-moi, pourquoi vous n'organisez pas d'élections? On n'organisera pas parce que les conditions ne sont pas favorables à l'organisation d'élections générales. Je m'en voudrais si je ne vous disais pas ceci. Moi, en 2012, j'étais là avec la junte et nous avons créé UMPC pour aider la junte afin que Ibrahim Boubacar Keïta soit président du Mali. Parce que nous croyons en l'idéal. On nous a poussé, on avait dit, et je faisais partie de ceux-là qui ont dit, pas d'élection dans ces conditions, sinon ce serait de la redondance, sinon on va revivre les mêmes Et là, on est dans les mêmes conditions. On est dans les mêmes conditions. Donc cette fois-ci, le président Assimi, que nous saluons, que je salue, parce qu'il a été un acteur. Depuis des années, il a vécu. Il sait ce qui se passe. Il connaît les problèmes des militaires et les problèmes de la société civile. Il a été témoin oculaire.
aujourd'hui, nous disons tout simplement qu'une simple question. Quand le pays s'effondrait, où était la CEDEAO, où était l'UEMOA, où était l'Union européenne? Et pourtant, le peuple malien, dans sa souffrance, un peuple trahi, meurtri, bafouillé, a en appelé de tous ses voeux. Personne n'est venu à son secours. Et nous savons, par ailleurs, nous avons des informations qui ont été corroborées que des fonds ont été amenés, même pour sauver le régime. Il en a été parce que le pays avait mal et les Maliens avaient soif de justice sociale. Tout le problème du Mali, c'est quoi? Il nous faut une vraie démocratie sociale. Oui. La vraie démocratie sociale, c'est quoi? C'est qu'il y aura la gouvernance, c'est qu'il serait imprudent de faire de la prédation sans y répondre. Pour dire qu'en Europe, et je prends le cas de la France, beaucoup de dirigeants français ont été mis en examen, ils ont répondu. À présent, la France est allée jusqu'à juger son président, son ancien président Sarkozy. Et aujourd'hui, la situation que nous avons vécue du fait des hommes politiques, de façon impunie, le peuple est là, le peuple voit. Et on nous dit, c'est en démocratie, ils sont mis en examen, après des mains de passe, ils narguent le peuple. On vous a entendu. Youssouf Diawara va vous répondre justement sur ce délai, puisque est-ce que vous craignez, vous, Youssouf Diawara, que justement il n'y ait plus de démocratie au Mali? Vous savez, madame, ce qui est important pour nous, ça c'est les principes. C'est vrai, le pays est dans les difficultés, mais nous sommes sur un principe qu'il faut que les citoyens aient l'opportunité non seulement de choisir leurs dirigeants, mais de choisir également comment ils voudraient être dirigés. Et nous sommes véritablement en crise, mais chacun a sa lecture de la sortie de la crise. Et c'est cette opportunité qu'on doit nous donner. C'est pourquoi il nous faut travailler à élire nos dirigeants. Nous sommes... moi, je vous rappelle que je suis quand même du centre, hein, je suis de Mopti, et j'ai été au cœur de cette crise du début jusqu'à maintenant, et j'ai compris beaucoup d'autres enjeux qui tournent autour de cette question. Et oui, il nous faut véritablement en interne travailler à créer une dynamique collective pour nous permettre de sortir de cette... Mais quand Sebani dit les conditions ne sont pas réunies pour organiser une démocratie, pour organiser des élections, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Et les conditions ne sont pas réunies, mais la question c'est de savoir pourquoi les conditions ne sont pas réunies. Pour moi, ce sont les défis sur lesquels nous devrons travailler. Et quand il y a eu l'avènement du coup d'État, nous l'avons condamné. Et ça, c'est clair, les deux coups d'État, nous l'avons condamné. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse nous inscrire dans une dynamique de nous dire, voilà quel est le niveau d'évolution aujourd'hui. Quand le régime actuel a commencé, et qu'est-ce qui a été fait en termes d'évolution sécuritaire sur le terrain? J'appelle évolution sécuritaire sur le terrain, c'est de comprendre un peu tout ce qu'il y a comme poche d'insécurité sur le territoire et qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'État, en tant qu'autorité militaire pour faire en sorte que notre État puisse revenir. Donc vous leur faites confiance à la junte quand ils disent que dans 4 ans, il y aura un retour aux élections? Vous savez, madame, on avait dit 18 mois. Aujourd'hui, on est en train de demander 5 ans. Et je rappelle qu'ils prennent pour argument les assises. Et je rappelle que les assises, certains aussi ont parlé du respect du délai. On n'en a pas parlé. Certains ont parlé de 1 mois, on n'en a pas parlé, mais on est allé jusqu'à 5 ans. Ça met le doute dans ce que nous pourrons voir dans les perspectives. Et sans la confiance est brisée, il y a véritablement un souci. Et aujourd'hui, c'est ça le défi. La confiance est brisée, vous dites donc. Hein, la confiance est brisée, c'est ce que vous dites ce soir. Oui. Christophe Boisbouvier, la France a dénoncé ce rapprochement de la junte au pouvoir à Bamako avec la Russie. On a vu d'ailleurs des images des forces paramilitaires Wagner. Aujourd'hui, c'est une exclusivité France 24 et RFI dans une partie du pays, à 200 km, me semble-t-il, de Bamako. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a un vrai accord entre la junte et la Russie? Est-ce qu'on assiste véritablement à une sorte d'Afrique, de ces pays, comme une sorte de terrain de jeu, si je puis dire, c'est une expression, de la Russie, de la France, lorsqu'elle peut être là ou pas, des États-Unis, de la Chine? En fait, on est entre... Je pense que la présence des Russes au Mali n'est pas la même problématique que celle des Russes en Centrafrique. Au Mali, on est dans une surenchère de bataille, entre guillemets, entre
Paris et Bamako. C'est-à-dire que quand il y a eu le deuxième coup d'État, le putsch dans le putsch, comme a dit Emmanuel Macron en mai dernier, Emmanuel Macron a réagi très négativement contre le colonel Goïta. Et quelques jours plus tard, il a annoncé la réduction des effectifs de moitié de Barkhane. On est en juin de l'année dernière, 2021. Et puis, en septembre, vous avez la réponse du Premier ministre malien, Choguel Maïga, on est à New York, qui dit « La France est en train de nous lâcher en plein vol. Puisque c'est comme ça, on va diversifier nos soutiens militaires, on va aller voir ailleurs. » D'où l'arrivée, en effet, des Russes qui sont pour moitié des instructeurs de l'armée russe, pour moitié des membres du groupe Wagner. Et là, les Français... Et ça, c'est avéré aujourd'hui. Oui, on a un certain nombre... Alors, vous avez un démenti officiel... Parce qu'il y a un démenti officiel. Vous avez un démenti officiel des autorités maliennes. Et des Russes. Les Russes ne sont pas clairs. Les Russes ne sont pas très clairs. Vous avez un démenti officiel des autorités maliennes, mais on a un certain nombre d'informations à France 24 et RFI, et pas seulement, qui nous permettent de dire qu'en effet, il y a des gens du groupe Wagner, et pas seulement des hommes combattants, mais aussi des géologues qui recherchent évidemment les mines d'or sur lesquelles ils peuvent trouver des compensations financières à leur arrivée au Mali. Quelles sont leurs missions? Est-ce qu'on a une idée? Si vous voulez... Vous avez aujourd'hui un vrai problème, un vrai embarras pour Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de ce tango « J'y vais pas ». Nous sommes quelques jours avant Noël. Hein, c'est pas vieux, c'est il y a 3 semaines. Il a failli y aller à Bamako pour aller voir le colonel Goïta. Vous vous souvenez ? Il a annulé sa venue. Et à la dernière minute, il a prétexté le Covid pour ne pas y aller. Mais en réalité, c'est tout autre chose. C'est que la France ne sait pas quoi faire avec cette histoire. Parce qu'elle a dit, il y a encore 1 mois et demi, si jamais les Russes arrivent, on s'en va. Mais c'est pas si simple, parce que ça veut dire que la France, dans ces cas-là, abandonnerait tout ce qui fait sa responsabilité d'État membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'occupe de la sécurité dans un certain nombre de régions du monde. Elle renoncerait à tout pour quelques centaines de militaires russes, qu'ils soient privés ou publics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France ne dit plus haut et fort, comme il y a 1 mois et demi, les Russes et nous, c'est incompatible. On est en train aujourd'hui... Ça pourrait être les Russes et nous ? Et ça peut arriver. On est en train d'arriver à une sorte de partage du territoire. Vous avez des Russes à Ségou, vous avez des Russes à Mopti, et vous avez les Français à Gao. C'est un renoncement ? On n'en est pas encore là, mais on est en train de prendre ce chemin. Gauthier, pour en revenir justement sur cette question de la démocratie, le Mali, la Guinée, le Tchad, vont-ils en fait basculer dans une dictature? C'est quand même la question qu'on se pose, c'est la question que pose aussi la décision de la CEDEAO que de sanctionner le Mali aujourd'hui. Ce sont des histoires différentes. On a celle du Mali où il y a eu des expériences démocratiques, il y a eu des passages peut-être critiquables, mais malgré tout, des expériences démocratiques. Alors que par exemple au Tchad, on est dans la succession dictatoriale d'une ancienne dictature. Il y a même une succession presque, filiale en l'occurrence. Donc, si vous voulez, je crois que ce risque de la dictature, il est perçu aussi par les autres États comme étant un danger de déstabilisation pour un certain nombre d'autres présidents. Et je suis désolé de devoir reprendre ce que disait notre invité tout à l'heure, parce qu'il relativisait la gravité de la junte en disant, après tout, il y a d'autres pays africains où les présidents ont été mal élus, mais c'est vrai, c'est exact. Et c'est ça, c'est peut-être une ruse de la raison qui fait aujourd'hui que la CEDEAO a une vertu qui consiste à essayer de remettre les choses en place au Mali, mais en même temps, ça participe et ça découle d'une crainte qui est celle d'un certain nombre de chefs d'État de voir la contagion arriver jusqu'à eux. J'aurais voulu simplement, si vous le permettez, poser une petite question à nos invités à propos justement de la présence russe. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'était évidemment le fait que la France, avec son histoire coloniale, s'est comportée en quelque sorte et assez souvent comme un prédateur. Mais moi j'aimerais savoir si le fait de s'abandonner aux bras des Russes, c'est pas une façon de s'abandonner aussi à de futurs prédateurs. Et pour terminer sur une forme de point d'exclamation, croyez-vous que le président Poutine, s'il était convaincu d'avoir commis des crimes en Afrique, serait jugé dans son propre pays, comme vous parliez de Nicolas Sarkozy en France? Sedou Badini, justement, sur la présence russe de la force Wagner au Mali. Moi je ne parlerai pas des forces Wagner, je parlerai des forces armées russes, parce que depuis le temps de l'Union soviétique, depuis le temps de l'URSS, le Mali a des relations depuis l'indépendance, a tissé des bonnes relations de coopération militaire. Et les militaires, en grand nombre, maliens, ont été formés dans ce pays-là. Et
depuis ce pays, nous savons comment est-ce que l'armement, tout l'arsenal de guerre dont disposait le Mali a été décimé, volontairement détruit, et des MiG-21 qui ont été démantelés et qui sont devant des camps en trophée, alors que c'est du matériel de guerre. Des chars qui ont été dissociés. Mais le fait, pardonnez-moi, le fait qu'il y ait la main de Vladimir Poutine derrière Wagner, ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne nous inquiéterait nullement parce que laissez-nous tenter d'autres expériences. Aujourd'hui, les forces armées du Mali montent en puissance. Et c'est que les militaires ne vous diront jamais, on ne peut pas mettre ces œuvres dans les mêmes paniers. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les forces armées maliennes sont en train de monter en puissance et il y a des progrès réels. Et depuis, les résultats sont là. Et il y a une accalmie. Il y a une accalmie, vous pensez, provoquée par la présence de Wagner? Oui, pas par la présence de Wagner, par la coopération russe, parce que c'est des éléments, c'est des forces armées russes qui sont là. Nous ne le connaissons pas, Wagner. À partir du moment, les autorités compétentes aujourd'hui qui ont en charge de gérer les pays ont dit qu'il n'y a pas de Wagner. Je m'inscris en faux contre cette appellation Wagner et j'adhère aux déclarations et je les partage comme miennes et comme étant réel. Ce n'est que des Russes et des forces armées russes qui sont en présence au Mali et qui sont en train de nous former, de nous aider. Inch'Allah, le Mali se relèvera parce que nous avons vécu, nous n'avons eu que nos yeux pour pleurer pendant 10 ans. Rien. Sauf donc vous faites confiance à ces Russes pour établir la sécurité, à vous écouter. Youssouf Diawara. De tout temps, ils nous ont aidés. Et juste un petit mot. Oui, mais j'aimerais justement que Youssouf Diawara puisse vous répondre. Très vite alors. Oui, il le répond, oui. Youssouf Diawara, vous pouvez répondre? On va y arriver. Oui, allez-y, sur justement la présence russe. Vous leur faites confiance, comme vient de le dire Sédou Badini, vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, nous avons toujours décliné notre position par rapport à cela. Nous sommes toujours opposés à la présence de mercenaires sur notre territoire. Mais nous pensons que notre pays, quand même, en tant qu'État souverain, doit définir ses priorités. Et autour de ça, mobiliser le monde autour de nous pour nous aider à sortir de la situation. C'est vrai, quand on regarde les dernières années où on n'a pas senti un résultat notoire sur le terrain, ça peut souvent justifier certaines prises de position de nos populations parce que qui ont quête de la paix, de la sécurité. Et si les résultats ne sont pas là, souvent ça donne l'opportunité à toutes sortes d'aventures. Donc l'aventure, c'est celle avec les Russes auquel vous faites allusion, et c'est l'échec de la France auquel vous faites allusion, pour être plus concret. Le manque de résultats peut être un échec global, un échec global que nous pourrons mettre un peu dans ce cadre. La France faisant partie aussi de la coalition autour de nous, si nous ne voyons pas de résultats sur le terrain, souvent, ça amène les populations à tenter d'autres aventures et à croire à énormément de choses. Nous, au niveau de notre regroupement, nous avons été aussi relativement clairs au tout début. Nous avons dit que nous ne voulons pas de mercenaires autour de notre pays. Et c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Mais un État... C'est pas ce que dit justement Sédou Badini, dont vous êtes en désaccord avec lui. C'est pas ce que dit la junte quand finalement elle... J'ai pas entendu. Je dis, c'est pas ce que dit la junte, justement, puisque eux, enfin clairement, il y a des forces russes sur place, et Sédou Badini dit, lui, que c'est bien. Oui, mais madame, en réalité, nous ne sommes pas opposés à la Russie. Moi, en tant que leader politique, je ne suis pas opposé à la Russie. Si notre État pense qu'à certains niveaux, il a besoin de mobiliser tout le monde, mais raison pour laquelle, je le dis encore, la première des mobilisations, c'est quand même les ressources autour de nous. Et nous n'avons pas le droit quand même de nous mettre à dos toute notre communauté de destin et aller chercher aussi l'aide à d'autres niveaux au-delà de ceux qui sont avec nous, qui partagent nos destins, qui ont été les premiers à nous secourir quand il y a eu la crise dans notre pays. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans un autre format qui est le format des Nations Unies et qui nous permet d'élargir suffisamment nos partenariats. Mais comme je l'ai dit, nous avons aussi la responsabilité de savoir définir nos priorités et de savoir qui est en même de nous aider à atteindre ces objectifs. Alors qui Pardonnez-moi en deux mots. Ce ne sont pas des mercenaires quand même qui sont en mesure de nous aider dans ce sens. Qui, pardon?
J'ai dit, je ne pense pas que ce soit des mercenaires qui soient en mesure de nous aider. On vous a entendu. Christophe Boisbouvier, finalement, est-ce qu'il y a une impuissance de la communauté internationale à gérer l'ensemble de ces crises ? Bruxelles, normalement, les États européens vont se réunir, vont évoquer également la présence d'autres pays, d'ailleurs, militaires au Mali. Est-ce que finalement, ce dénouement, ce qui se passe dans ce pays et dans d'autres pays d'Afrique, montre un peu cette impuissance de la communauté internationale ? Il y a la conjonction de deux faits. Il y a la conjonction de la résilience des groupes djihadistes. Le docteur Youssouf Diawara rappelait à l'instant la communauté de destin entre la France et le Mali. En janvier 2013, ce sont des soldats français de l'opération Serval, ça ne s'appelait pas encore Barkhane, qui ont sauvé Bamako. C'est-à-dire que si Serval n'avait pas été déployé à l'époque par François Hollande, la ville de Bamako, 2 millions d'habitants, aurait sans doute été prise par les colonnes djihadistes qui fondaient sur Mopti et qui auraient sans doute continué jusqu'à Bamako. Et c'est pour ça que beaucoup de Maliens, toujours aujourd'hui, 9 ans après, restent très attachés au soutien à la coopération militaire entre le Mali et la France. Il y a une histoire commune. Il y a 52 soldats français qui sont morts pour le Mali. Donc il y a cette résilience des groupes terroristes qui fait que non seulement ils ont réussi à garder le contrôle d'un certain nombre de régions du nord Mali, mais à se répandre dans le centre du Mali, dans la région justement de Mopti. Et puis il y a le deuxième problème fondamental, c'est la faillite de l'État malien depuis de très nombreuses années, notamment la mauvaise gouvernance qui fait que cet État est profondément touché, atteint par la corruption, ce qui explique notamment le mouvement populaire du M5 qui a abouti à l'arrivée des militaires au pouvoir en août 2020. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, Gauthier, là, justement, dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il va y avoir une reprise de négociation avec la CEDEAO et la junte? Qu'est-ce qui va se passer? On est dans un rapport de force. Ce qui rend compliqué la chose, c'est que toute pression sur la junte, même si on estime qu'elle est justifiée, ça rejoint ce que dit Christophe à l'instant. Le problème au Mali, c'est la gouvernance, c'est l'État et ses limites. Quand vous voyez que l'État, par exemple les militaires actuellement, essaient de négocier via des intermédiaires pour empêcher éventuellement qu'il y ait des actions djihadistes. Parce qu'au fond, ce que veulent les militaires, c'est avoir un pouvoir le plus complet possible. Mais quand vous multipliez les intermédiaires de la sorte, vous multipliez les nuances. Et vous avez des situations où, par exemple, ces intermédiaires, pour faciliter la vie des Maliens dans certaines régions, sont obligés d'accepter en échange la loi fixée par les djihadistes concernant le voile des femmes. Et ce n'est qu'un exemple, mais quand vous voulez agir là-dessus, vous ne pouvez pas agir uniquement sur l'État malien compte tenu de sa faiblesse, il faudrait pouvoir agir sur toute cette chaîne-là. Or, ça n'est pas les résolutions de la CEDEAO, quelle que soit leur vertu, qui vont pouvoir peser sur ce type de situation. Parce qu'au bout de la chaîne, c'est précisément aussi les Maliens qui vont se déterminer soit pour laisser ce type de gouvernance de type militaire, junte, ou bien d'en changer. Mais vous voyez, avant d'arriver à l'opinion et à l'action du Malien, il y a cette chaîne qui est un peu irrégulière avec des accros et des maillons. Sédiou Badini, juste pour terminer, est-ce que vous allez discuter avec la CEDEAO, la junte? Est-ce qu'elle va discuter avec la CEDEAO? Pas dans ces conditions-là. Je voudrais juste rebondir sur un petit point. Oui. La venue de Serval au Mali n'en est pas une. Et d'autres occasions se présenteront, on va en discuter. Parce que j'ai été acteur et j'étais là en ce moment précis. Mais pour dire, un pays aux 2/3 occupé, la communauté internationale ferme les yeux et ne veut pas reconnaître les prouesses, les efforts aujourd'hui du gouvernement. Je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, pour 2022, depuis que la junte est au pouvoir, sans appui budgétaire, ni sectoriel, ni général, nous arrivons à tenir et à payer. Personne, c'est l'argent du contribuable malien. Alors le problème, c'est qu'avec les sanctions de la CEDEAO, vous risquez justement de ne plus pouvoir payer. Ça va être... Non, la CEDEAO a fermé et je viens de voir tout de suite, on a fait un poste où le ministre des Infrastructures a informé la communauté internationale et tout le Mali que les frontières sont fermées. Autant, nous n'allons pas vivre en autarcie. Il y a 55 pays en Afrique, il y a 195 pays dans le monde. Il n'y a pas que la France et la communauté européenne, il n'y a pas que l'UMOA, la CEDEAO et